Le policier ceinture déjà Michel Zecler quand il rentre. Donc en gros, on est déjà sur un refus de se soumettre à un contrôle de la part de cet individu. Ensuite, on observe qu'il fait tout pour bloquer les policiers pour que ceux-ci ne puissent pas l'interpeller et ne puissent pas le sortir de là où il se trouve. Et lui-même appelle des renforts. Est-ce que c'est vraiment difficile d'être policier aujourd'hui? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Clairement, oui. On l'a toujours constaté, on le constate encore aujourd'hui, on le constatera encore demain. Donc l'utopie du vivre ensemble, l'utopie de chaque homme est égal, l'utopie de nous pouvons tous être pareils, tout partager, c'est beau, mais ça n'existe pas. Donc exercer le métier de policier aujourd'hui, c'est très anxiogène. Monsieur Mardinker, bonjour. Messieurs, bonjour. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis secrétaire national du syndicat de police FPIP, qui est une fédération professionnelle indépendante de la police. C'est un syndicat qui est apolitique, avec une ligne syndicale qui est à orientation très sécuritaire, très professionnelle, et qui a pour but, avant tout, la défense de la profession de policier, l'exercice du métier et la défense de chaque collègue qui l'exerce. D'accord. Quel est votre rôle au sein de ce syndicat? Alors, en tant que secrétaire national, je suis chargé de gérer tous les aspects juridiques de la structure syndicale. Cela va de l'accompagnement de nos collègues dès qu'ils rencontrent des difficultés, quelles qu'elles soient, s'ils sont mis en cause par une enquête de l'IGPN, c'est-à-dire la police des polices, s'ils sont mis en cause dans le cadre d'une interpellation qu'ils ont effectuée, s'ils rencontrent des problématiques sociales, comme ça peut être du harcèlement par leur père, par leur supérieur ou leur subordonné. Ça peut être également de l'accompagnement psychologique par rapport à des événements qu'ils auront pu connaître qui seraient particulièrement traumatiques, des attentats terroristes, des interventions difficiles. Donc voilà, c'est un champ très très vaste. Et outre l'aspect juridique, je m'occupe également, j'ai aussi la qualité de porte-parole et je m'occupe également donc de la communication de ma structure syndicale. D'accord. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'insécurité. Certains ont même évoqué le sentiment d'insécurité. On ne va pas les nommer. Comment on pourrait décrire justement ce phénomène dans notre pays? Alors, déjà, il faut dissocier ce qu'est l'insécurité réelle avec le sentiment d'insécurité. Là, moi, je m'intéresse plus aujourd'hui, on va dire, à l'insécurité objective, hein, celle qui est réelle dans la rue, celle qui est palpable, celle sur laquelle les fonctionnaires de police interviennent. Si on parle du sentiment d'insécurité, ce n'est qu'un sentiment avec toute la subjectivité qui va avec, et donc ce n'est pas forcément une insécurité réelle. Le sentiment d'insécurité en France, on a eu une sorte de résurgence à la fin des années 70, début des années 80. C'est un sentiment qui est né petit à petit dans des quartiers défavorisés, mais qui n'avait rien à voir avec l'insécurité pragmatique, palpable, aujourd'hui que nous avons dans la rue. Comment ce sentiment d'insécurité est devenu une insécurité réelle en quelques décennies? En fait, parce qu'on a subi l'échec des différentes politiques de sécurité des gouvernements qui se sont succédés et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes avec une insécurité du quotidien, avec un risque d'agression dans la rue qui sont largement au-dessus des incivilités qu'on aurait pu constater avant, qui est exponentielle à ce jour. Et pourquoi cette insécurité, elle est exponentielle? Elle est le fruit de plusieurs facteurs. Donc, il y a des facteurs sociaux, des facteurs économiques,
Mais les plus gros facteurs que nous avons là aujourd'hui, on va dire que c'est la perte de référence au plan sociologique. On va dire la démission de tout ce qui était les agents primaires de socialisation, qu'avait pu être autrefois la famille, l'école ou encore l'Église en son temps. Tout ceci a créé une perte de repères pour les individus qui, au fil des générations, aspirent à de plus en plus de liberté, ont un sentiment de plus en plus individualiste et oublient que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On a de plus en plus de déviances sociétales qui sont devenues aujourd'hui des phénomènes acquis, qui font partie du décor. Je prends par exemple le nombre de violences que nous avons sur les derniers mouvements sociaux. Il y a quelques années encore, c'était quelque chose de très marginal, de violemment réprimé. Aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est la rue qui s'exprime. C'est socialement plus accepté. Nous avons des politiques qui n'osent pas aller vraiment affronter ce problème-là pour des craintes électorales, pour des craintes aussi de faire face à une difficulté qu'ils ne pourront peut-être pas surmonter. Et donc, plutôt que d'avoir à assumer un échec, préfèrent mener une forme de politique de l'autruche. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre société, on a quand même une hausse des incivilités, une hausse des actes violents qui créent donc un fort sentiment de sécurité, mais qui n'est pas qu'un sentiment, qui est hélas une vraie insécurité. Ensuite, il faut se méfier aussi des éléments qu'on a pour quantifier cette insécurité. On a tendance à beaucoup utiliser l'outil statistique pour ça, mais l'outil statistique, c'est qu'un élément de mathématiques, ça ne permet pas vraiment de quantifier. Pourquoi ? Parce que la statistique sur les infractions en France, elle est faite avec un système qui s'appelle l'État 4001. Chaque fois qu'un policier rentre une infraction dans son logiciel de procédure, l'État 4001 est alimenté et cela permet de faire un ensemble de statistiques donc sur la délinquance constatée. Mais cette statistique sur la délinquance constatée, c'est une statistique très fragile. Parce que si je multiplie les effectifs de police sur le terrain, ils vont forcément trouver plus d'infractions. Et donc, la statistique va monter. Donc, si les policiers font encore plus leur travail de policier, statistiquement, on va avoir une explosion de la délinquance, puisqu'on va avoir une explosion du nombre de faits constatés. Si par contre, on garde les policiers dans les commissariats, ou qu'on les occupe à des tâches secondaires, comme par exemple, on l'a vu ces derniers temps, à des contrôles d'attestation de sortie Covid ou autre, des contrôles de masques, on fait diminuer, de fait, le reste de la délinquance, puisqu'elle n'est plus constatée. Les policiers sont occupés sur d'autres missions. Donc, les statistiques de la délinquance en France, on a un observatoire national de la délinquance, sont vraiment à prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'en fait, certes, c'est un outil objectif, c'est un outil mathématique qui est issu d'une science dure, mais en réalité, c'est un allié sur lequel on ne peut pas vraiment faire se reposer toute la politique sécuritaire. D'accord. Est-ce que le gouvernement a pris conscience de l'ampleur de la délinquance en France ? Oui, le gouvernement est parfaitement au courant de ce qu'est l'ampleur de la délinquance en France. Le gouvernement est parfaitement au courant que nous avons des zones de non-droit. La difficulté, elle est sur plusieurs éléments. On a les effectifs pour intervenir sur ce que certains qualifient de quartiers perdus de la République, de zones de non-droit. On pourrait y aller intervenir et arrêter tous les trafiquants de drogue, mettre fin au trafic. Ce ne serait pas un souci à l'instant T. La difficulté, il est qu'on n'ait pas les effectifs de police pour pouvoir le faire sur tous les quartiers, toutes les zones en même temps. Ça, c'est impossible. On a une autre difficulté, c'est que quand vous démantelez une zone de trafic de drogue qui est lucrative, sur cette même zone, dans les minutes qui suivent, vous avez une nouvelle équipe qui s'installe, qui ne vient pas forcément du même quartier. La communication de l'information va très très vite dans ces milieux-là. Et donc, dès qu'une place se libère,
vous en avez 10 autres qui sont prêts à la prendre. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qu'on a, il est le problème de la réponse pénale, qui est totalement inadaptée en France. Pourquoi ? Parce qu'on a des lois qui sont très bien faites, on a des sanctions prévues qui sont tout à fait adaptées, mais on a des juges, magistrats, qui ne les appliquent pas. Et ça, c'est un souci. Pourquoi ils ne les appliquent pas ? Certains par idéologie philosophique ou politique, d'autres pour des questions plus pratiques, qui va être la taille des établissements carcéraux. On va vous dire, les prisons sont pleines, on ne peut plus continuer. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous empêche de construire d'autres prisons ? Qu'est-ce qui nous empêche de revaloriser les filières pénitentiaires pour les rendre plus attractives et trouver plus de surveillants pénitentiaires ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous doter d'un arsenal répressif au plan, on va dire, de l'immobilier et également au plan de ceux qui l'appliquent, c'est-à-dire de nos magistrats ? Ça, c'est quelque chose que je n'arrive à ce jour pas à comprendre chez nos dirigeants. Je ne comprends pas cette volonté de vouloir avoir toujours de moins en moins de détenus avec des taux d'agression, des taux d'infraction qui explosent. Alors il y a le vieux prétexte qui sert à dire, qui consiste à dire, voilà, nous sommes un détenu, ça coûte cher, il faut pouvoir quand même loger décemment même si c'est un détenu. Moi tout ça je l'entends, mais plutôt que mettre les gens en bracelet électronique chez eux, est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup de faire des établissements carcéraux de meilleure qualité et puis de faire payer les détenus, c'est-à-dire de leur demander de travailler et d'indemniser pour leur hébergement, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, un détenu en France, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a commis une infraction, plusieurs, parce que sinon il ne va pas en prison, et quand enfin il s'y trouve, en maison d'arrêt, il est dans 9 mètres carrés. Très souvent, ils sont à 2, voire 3 par cellule, donc 2 voire 3 dans 9 mètres carrés. Il y a une promiscuité qui est énorme. Mais, à côté de ça, ils sont quand même relativement tranquilles. Il n'y a pas d'obligation de travailler. Ils peuvent recevoir de l'argent de l'extérieur via des mandats. Et plus que cela, s'ils ne travaillent pas, ils ont une allocation qui leur est donnée par l'État, qu'on appelle l'allocation pour indigents. C'est fait pour prévenir le racket. Donc en fait, pour que les détenus qui n'aient rien ne raquettent pas les autres, on n'a rien trouvé de mieux que de donner de l'argent à tous les détenus, y compris les plus pauvres. Donc, une allocation pour indigents, c'est quoi, 150, 200 euros. Avec ça, ils peuvent se payer. Alors, ils louent leur frigo, 8 euros. Ils louent leur télé plus frigo, le forfait en général est une vingtaine d'euros. Ils sont bien sûr toutes les chaînes, Canal+, Satellite, tout ce qu'ils peuvent avoir avec pour ce prix-là. Et ensuite, ils ont des bons de cantine. Et sur ces bons de cantine, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Ils peuvent acheter de la nourriture halal, par exemple. On a beaucoup de détenus qui, parce qu'ils sont musulmans, refusent de manger le repas qui leur est servi. On a aussi des quantités, des centaines de repas qui sont servis, qui partent à la poubelle, qui ne sont même pas ouverts, dans chaque établissement carcéral. Tout simplement parce que les détenus préfèrent commander leur propre nourriture. Et comme on a obligation de leur proposer un repas, ces repas partent à la poubelle. Personne n'a jamais pensé ouvrir un établissement des Restos du Cœur à proximité des établissements carcéraux pour redistribuer les repas qui ne sont pas acceptés par les détenus. Pourtant, je peux vous dire qu'on nourrirait beaucoup de pauvres en faisant ça. Mais donc, le problème que nous avons en détention, il est là. C'est que d'un côté, on vous dit, oui, mais la détention, c'est des conditions inhumaines. Ouais, ça peut être vrai. Mais pour beaucoup, la détention est devenue tellement une habitude que les détenus en connaissent les us et coutumes, ils savent parfaitement s'y positionner, ils connaissent toutes les combines possibles et imaginables, ils peuvent faire rentrer plus ou moins ce qu'ils veulent dans les prisons. Et en gros, pour certains, ils ont même les amis du quartier qui sont au même étage qu'eux. J'étais surveillant pénitentiaire pendant 1 année, en maison d'arrêt, le cas de jeunes issus de la communauté des gens du voyage, où un avait pris 6 mois et l'autre 3 mois, ferme. Quand le premier, à l'issue des 3 mois, devait sortir, il voulait rester avec son cousin. Il n'avait pas envie de sortir, il voulait faire 3 mois de plus. Voilà. C'est un peu cocasse comme situation, hein.
Pensez que si c'était vraiment inhumain et invivable, on n'aurait pas, ou rarement, ce genre de cas. J'ai vu des SDF qui, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, à l'arrivée de l'hiver, cassaient une vitrine, se faisaient embarquer et se faisaient mettre en prison. Comme ça, ils étaient soignés gratuitement. Ils ont accès à des médecins spécialistes très facilement. Ils ont leur allocation pour indigents. Ils sont nourris, logés, chauffés. En soi, ils ont ce qu'il faut. Donc voilà, un peu le problème de l'établissement carcéral. À côté de ça, je parlais des problèmes de réponse pénale. On a un cas en France qui explose, c'est la délinquance chez les mineurs, et notamment la problématique des mineurs isolés. Ouais. Alors les mineurs isolés, c'est quoi exactement ? Les mineurs isolés, vous avez des mafias qui font venir en France de jeunes hommes, issus de continents, pour la plupart nord-africains, et qui leur expliquent qu'ils doivent déclarer avoir moins de 18 ans, mais plus généralement entre 13 et 16 ans. Ils sont tous 14-15 ans. Oui, pour pouvoir rester un petit peu mineur isolé un certain temps. Voilà, plus ils s'annoncent jeunes quand ils sont attrapés la première fois, plus ils ont de temps après, voilà. Puisque ça sera l'âge qui sera retenu. Ils n'ont pas de papier, qu'on ne peut pas les identifier. Avant, on pouvait faire des radios de l'âge osseux pour pouvoir savoir quel était leur âge réel. Ouais. C'était interdit. Mais les droits de l'homme ont trouvé que c'était trop intrusif de subir une radio du poignet. C'est un examen qui n'est pas douloureux, c'est un examen qui est fiable, qui en plus, si quelqu'un a 18 ans, il peut apparaître à 16 ans en âge osseux, donc ça peut même lui être profitable. Mais par contre, quelqu'un qui a 20 ans en âge osseux, il ne peut pas avoir 16 ans en âge réel, quoi. Pas possible. Donc c'était un élément vraiment utile pour apprécier la minorité. Donc ça, on ne l'a plus. Ces mineurs isolés, quand ils se font attraper, donc ils ne sont pas connus, ils n'ont pas de papier d'identité, ils n'ont pas de domicile fixe, et comme ils sont mineurs, très souvent, on est réticent à les enfermer. Donc je vais prendre un cas concret qui m'est arrivé, moi, sur le terrain, il y a maintenant 4 ans de ça. J'ai eu la chance, sur une patrouille, d'attraper 2 cambrioleurs en flagrant délit. C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans la maison qui cambriolaient. Je les ai attrapés, j'avais le tournevis qui leur a permis de forcer la fenêtre, j'avais les éléments qu'ils avaient voulu voler, et donc on les embarquait. Arrivé au commissariat, il y avait eu d'autres cambriolages qui avaient lieu, on avait une témoin oculaire qui avait assisté à un cambriolage juste à côté, qui les reconnaît formellement. On avait une trace de semelle d'un des 2 protagonistes qui ressortait sur un autre cambriolage qui avait eu lieu un jour ou 2 avant. Bref, on avait plusieurs cambriolages à leur mettre dessus. Ils avaient, à vue de nez, entre 18 et 20 ans. Ils ont déclaré avoir 13 et 15 ans. Quand on leur a demandé où est-ce qu'ils habitaient, un a déclaré vivre dans un camp du côté de Perpignan et l'autre dans un autre camp du côté de Bordeaux. Ça fait un peu léger. Après avoir passé 2 heures dans les locaux de garde à vue, le magistrat, le juge pour enfants, qui a compétence lorsque les détenus se déclarent mineurs, nous a dit, vous les relâchez, vous leur donnez une convocation pour dans 6 mois, 8 mois. Sauf que sur la convocation, on a une identité déclarée, donc les noms sont peut-être des faux noms. On n'a pas d'adresse, donc en fait on ne pourra jamais aller les chercher. Et nos mineurs isolés ressortent libres avec leur petite convocation dans la poche. Rien ne les empêche, dans la minute qui suit, de recommettre un autre cambriolage. Il va falloir les attraper 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour que un juge des enfants veuille bien les mettre dans un établissement pour mineurs, un EPM. Et là, quand ça arrive, on a une nouvelle problématique. C'est que ces faux mineurs, ils agressent les vrais mineurs en établissement pour mineurs. Donc quand vous avez un vrai mineur de 13 ou 14 ans qui commet un méfait, une infraction moindre, et qui est placé dans ce centre-là, il se retrouve à la merci d'hommes qui peuvent avoir 20, 25 ans, et qui du coup vont être agressifs envers lui, vont abuser de lui physiquement, sexuellement, de diverses façons, et ce, sans qu'on ne puisse rien faire de particulier. Voilà, un autre problème que nous avons avec l'application de la loi. D'accord. Vous pensez qu'il y a une forme de gouvernement des juges actuellement en France ?
Clairement, on pourrait dire, alors non pas qu'ils gouvernent, mais on pourrait dire qu'ils font la pluie et le beau temps, puisque nous avons des infractions qui ont été prévues par les lois, votées démocratiquement, nous avons des sanctions qui sont prévues également, votées démocratiquement. Sauf que les juges ont toute latitude pour les appliquer ou ne pas les appliquer. Et personne en soi ne contrôle vraiment l'action d'un juge. On n'a pas une police des polices des juges. Il n'y a aucune responsabilité des magistrats. Si un magistrat déclare qu'un détenu n'était pas dangereux, qu'il le libère, que ce détenu va tuer quelqu'un, dans l'heure qui suit, le magistrat ne sera pas inquiété. Donc oui, on a cette sorte de toute puissance des juges qui peut amener d'ailleurs, faute de remise en question de leur part, à des cas lamentables et à même des innocents qui se retrouvent perdre toute leur vie. Je prendrai l'exemple de l'affaire Doutreau. Vous voyez qu'un juge qui n'a pas eu de limite a pu ruiner totalement la vie d'un homme innocent. Et tous les garde-fous qu'on a voulu mettre sur les juges, ce sont d'autres juges. Vous avez un juge d'instruction, un procureur, un juge de liberté de la détention. Chacun contrôle l'un, l'autre, petit à petit. Mais en réalité, ils travaillent essentiellement tous ensemble. Et ils vont tous dans le même sens. Pour la simple et bonne raison, de toute façon, qu'ils ont été formés pareil, de la même façon. Ils ont été recrutés de la même façon. Je pense qu'il serait peut-être bon, voyez-vous, déjà de garantir un recrutement un petit peu plus pluriel des magistrats. Alors, il y a déjà les voies parallèles, mais en réalité, c'est très normatif. Il serait bien de rendre accessible cette fonction à d'autres personnes que le profil type de l'étudiant en fac de droit ou du juriste qui a 5 ou 8 ans d'ancienneté en sainte qualité pour un recrutement parallèle. Oui, c'est quelque chose qui est trop léger. D'accord. Alors, j'ai une question qui est un peu salée. Dites-moi. Le milieu de la justice est-il vérolé par des militants politiques qui mettent leur idéologie devant le droit ? Effectivement, elle est un petit peu salée comme question. L'idéologie politique, le problème de ces magistrats, on ne peut pas la connaître, et puis en plus, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ils ont tous une approche différente quand même de leur métier, de la façon de l'exercer, puisque c'est leur propre liberté individuelle qui jugent en leur âme et conscience, et c'est une lourde tâche pour un homme que de pouvoir en juger un autre. Donc, dire qu'il y a une idéologie dominante qui viendrait gangréner comme ça, en toute honnêteté, je ne pense pas, en tout cas je n'ose pas le penser. Je pense qu'il y a une sorte de normativité dans le recrutement des personnes, dans leur formation, qui font que ces mêmes personnes sont, sur un sujet donné, amenées à l'interpréter ou à le penser à peu près de la même façon. Parce qu'ils ont reçu les mêmes clés de décodage du monde qui les entoure. D'où l'intérêt d'ailleurs, qui serait de recruter des gens d'horizons différents. Être magistrat, ça demande une grosse formation juridique. Très bien, il y a l'ENM qui est pour ça. Mais par contre, pour passer le concours de l'ENM, est-ce qu'il ne serait pas bon de l'ouvrir à d'autres matières que le droit, à des non-juristes ? Pourquoi pas l'ouvrir à des sociologues, à des philosophes, à des spécialistes des langues étrangères, ou à des personnes d'autres horizons, justement pour avoir une approche un peu différente, dans des perspectives différentes de la chose. Si vous prenez n'importe quel élément et que vous le posez sur la table, si moi je regarde mon point de vue, je vais le voir d'une façon. Si je mets n'importe qui à ma chaise qui va voir mon point de vue, je vais le voir de la même façon. Vous, en face, vous le voyez différemment. Mais si vous, qui le voyez différemment, je ne demande pas votre avis, et que c'est toujours celui qui le voit de la même façon qui est amené à trancher, le jugement est erroné. Donc je pense qu'il serait nécessaire d'élargir un petit peu plus les modalités de recrutement à des personnes qui ont une autre approche, d'autres perspectives, pour arriver à amener des comportements un peu différenciés sur les jugements effectués. Aujourd'hui, on a beaucoup de suicides dans le monde de la police. Les policiers souffrent beaucoup d'une situation que vous pourrez peut-être nous décrire et qui peut expliquer ce mal-être. Est-ce que c'est vraiment difficile d'être policier aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant ? Clairement, oui.
Pourquoi c'est plus difficile d'être policier aujourd'hui qu'avant? Pour deux choses. Premièrement, le climat, où la violence explose. Il y a 20 ans, un policier, sur une carrière complète, pouvait ne jamais avoir eu à sortir son arme. Aujourd'hui, si je prends ne serait-ce que mon cas personnel, j'ai intégré la police en 2014, après une première partie de carrière que j'ai fait dans l'armée. Sur ma première année de stagiaire, de policier stagiaire, où j'étais en brigade spécialisée de terrain dans les quartiers nord de Toulouse, plus spécifiquement le quartier des Isards, qui est très connu, puisque c'était le quartier de Mohamed Merah. Sur une année, j'ai dû sortir mon arme au moins une vingtaine de fois. Et à raison. C'est-à-dire pour faire face à une menace immédiate, pour faire face à quelqu'un qui arrivait avec une arme par destination face à moi pour m'agresser. J'ai passé le réveillon de la Saint-Sylvestre de 2015 à 2016, donc du 31 décembre 2015, sur ce même quartier des Isards, derrière un bouclier, à me faire tirer dessus par les mortiers de feu d'artifice, pendant une grande partie de la nuit. Ça, c'est des phénomènes qui, il y a encore 15-20 ans en arrière, étaient très marginaux. Aujourd'hui, c'est le quotidien de tous les policiers. En plus de ça, sur les 10 dernières années, on a eu l'arrivée des attentats islamistes, avec des attentats aussi bêtes, presque, j'ai envie de dire, que ceux de Xavier Jugelé, où les policiers sont dans leur fourgon, en faction, et vous avez un terroriste qui vient, qui prend son arme, il met en joue, il tire dessus. Ce sont des scènes qu'avant nous n'aurions jamais vues. Avant, un malfrat, il avait quoi? Une arme de poing, et quand il avait des policiers, il avait peur. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des armes de guerre, et quand ils voient des policiers, ils voient des cibles qu'ils vont chercher. Donc, on est quand même dans un contexte, quand chaque policier prend son service le matin, il ne sait pas s'il rentrera le soir. Ça met une pression qui est très très lourde à porter. Outre ça, il y a le fait que certains policiers sont malchanceux, sont au mauvais endroit au mauvais moment, et donc ils laissent leur vie. Tous ceux qui restent autour, ils vivent dans la culpabilité. Pourquoi lui et pas moi? Est-ce que cela peut m'arriver à un autre moment? Lorsque vous avez des attentats comme celui de Colombes, connu récemment, dans le confinement, vous avez une voiture folle qui rentre volontairement, qui percute volontairement deux motards. Tous les policiers qui ont été amenés à intervenir dessus, les primo-intervenants, se sont retrouvés face à des scènes de guerre, avec du sang partout, leurs collègues à l'agonie. Ça, avant, c'était des images que les policiers n'étaient pas amenés à voir quotidiennement. Aujourd'hui, c'est quotidien. Sur ce même événement, il y avait un policier qui était aussi sur le Bataclan. On a des policiers qui ont tout enchaîné, de Charlie jusqu'à l'hypercachère, jusqu'au Bataclan, jusqu'à les attentats plus récents, comme celui de Colombes. C'est devenu un phénomène presque routinier. Et sachant qu'on a des unités d'élite qui sont très bonnes, le RAID, la BRI, tout ça, mais qui est toujours face aux terroristes en premier? Les primo-intervenants, la police secours. C'est-à-dire les personnes, entre guillemets, les moins formées, sont toujours face au danger le plus avéré. Prenons notre exemple, les Black Blocs, dont on a pu entendre beaucoup parler sur les derniers mouvements sociaux. Ils tapent essentiellement sur les unités que sont les Braves. Ces unités qui sont constituées de tout un tas de petites unités, dont les compagnies d'intervention, que beaucoup prennent pour des CRS, puisqu'ils ont exactement le même équipement. On a vu récemment un jeune collègue d'une compagnie d'intervention se faire littéralement exploser le visage par des Black Blocs. Il a perdu toutes ses dents de devant. C'est quand même des scènes, ça aussi, même sur des maintiens de l'ordre qu'on voyait très peu auparavant.
Ces compagnies d'intervention, très souvent, sont armées essentiellement de policiers stagiaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur première année de police. Ce sont les moins aguerris. On les reconnaît aisément parce qu'ils ont un grade avec juste une barre devant. Et donc, quand ils sont filmés, pour remarquer qu'ils sont surreprésentés dans ces types d'unités. Ça aussi, c'est une spécificité très française. On met toujours les gens les moins formés face au danger le plus important. Dans les CRS, on a tellement eu besoin d'effectifs dans les CRS qu'on a affecté beaucoup de sorties d'école. Sauf que quand on rentre en CRS, il y a un stage initial qui s'appelle le MAP, qui consiste à apprendre un peu le travail, le métier du maintien de l'ordre, qui est un métier très spécifique. En école de gardien de la paix, on l'apprend un petit peu, mais on n'en maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Les jeunes stagiaires, par besoin d'effectifs, sont envoyés sur le terrain alors qu'ils n'ont pas encore suivi le premier module de spécialité de CRS. Alors on les met en renfort dans d'autres unités, on fait du bricolage, mais ça fait des personnels moins aguerris, donc moins à même de gérer la situation sur place, et moins à même de gérer la situation sur place, mais qui vont plus subir sur le terrain, et donc cela va augmenter aussi les risques psychosociaux. Ensuite, en plus de cela, on a aujourd'hui une action policière qui est de plus en plus contrôlée. Contrôlée certes par les instances de contrôle comme les GPN, mais aussi contrôlée par monsieur tout le monde. Sur une intervention de police, aujourd'hui, tout le monde sort son téléphone portable pour filmer et pour essayer de glaner une éventuelle bavure policière. Le problème, c'est que ces vidéos, prises sous mauvais angle ou coupées au bon endroit, permettent de mettre en cause des policiers alors que ceux-ci faisaient leur travail tout ce qu'il y a de plus convenablement. On a vu récemment avec l'affaire Michel Zecler un peu les limites de la vidéo. Telle que la vidéo a été présentée, on voyait quoi? Une vidéo en accéléré qui montrait des policiers qui rentraient de force dans un studio, qui tabassaient son propriétaire violemment, et qui ensuite étaient mis en fuite par les amis du propriétaire qui venaient comme des sauveurs. La réalité est tout autre. Quand vous prenez la même vidéo, vous la passez au ralenti, vous voyez que le policier ceinture déjà Michel Zecler quand il rentre. Donc en gros, on est déjà sur un refus de se soumettre à un contrôle de la part de cet individu. Ensuite, on observe qu'il fait tout pour bloquer les policiers pour que ceux-ci ne puissent pas l'interpeller et ne puissent pas le sortir de là où il se trouve. Et lui-même appelle d'un renfort. On a dit qu'on a vu un déchaînement de violence dessus. Maintenant, on a vu quoi? Des policiers qui font un usage mesuré de la violence strictement nécessaire pour faire obtempérer un individu récalcitrant. Comme je le disais sur un autre média, dans une de mes interventions, vous avez rarement la personne qui vient, qui vous dit « Ok, vous allez m'interpeller, tenez, voici mes poignets ». Ça n'arrive pas. Ça n'existe pas. Ou alors il fait de la provocation. Dans les faits, il ne se laisse jamais interpeller. Maintenant, quelqu'un qui a un gabarit supérieur et qui oppose une résistance entre guillemets pacifique, sans mettre de coups, ben, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne l'interpellation parce que monsieur ne veut pas venir? Ben, on ne peut pas. Il a commis des infractions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous avez l'emploi de la force physique avec ce qu'on appelle les gestes techniques d'intervention professionnelle, les GTPI. Ça va être quoi? Les diverses clés, les ci, les là. Mais quand vous avez un gabarit vraiment au-dessus, la clé, vous ne pourrez jamais la passer. Donc là, il reste quoi? Il va rester les coups portés, qui sont un moyen de défense intermédiaire et qui est enseigné en école de police. Porter des coups, oui, c'est autorisé. Pour faire obtempérer quelqu'un qui est récalcitrant, ça fait partie de l'arsenal mobilisable pour arriver à nos fins. Et quand ça ne marche pas, on a l'armement intermédiaire. Les matraques télescopiques, les tonfas, les lacrymogènes, les tasers. Mais déjà, toutes les unités n'en sont pas forcément équipées. Je parle notamment du taser. Mais à un moment, il était question d'enlever la clé d'étranglement et de généraliser des tasers. C'était une idée de M. Castaner. Mais si on avait fait ça, ça aurait fait quoi? On aurait eu des personnes cardiaques qui seraient mortes du fait de l'usage du taser, qui serait devenu trop systématique. C'est pas anodin de prendre un coup de taser quand même. Hein. Donc, ça n'aurait rien résolu. Bref, tout ça pour vous dire que les policiers qui ont fait leur travail dans ce cadre-là, ils sont retrouvés où? En prison. Parce que dès que l'action d'un policier est mise en cause, vous avez de suite une enquête qui est censée être à charge et à décharge, mais qui en réalité est toujours à charge. Le policier, il est puni doublement. Au plan pénal, pour les infractions qu'il a pu commettre,
mais également derrière au plan administratif, pour les manquements à la déontologie. Sauf que la déontologie, si vous prenez le code de déontologie, tel qu'il est fait, on pourrait presque sanctionner n'importe quel policier, n'importe quand. Pourquoi ? Parce que contrairement à une infraction qui est faite d'éléments constitutifs, qui permet de savoir si l'infraction est qualifiée ou non, en procédure administrative, on n'a pas d'éléments constitutifs. C'est à la simple appréciation de l'autorité hiérarchique. Donc, on va dire que parce qu'un policier, sur un groupe WhatsApp privé, va dire j'aime pas mon commandant, il a une tête de con. Si vous avez un policier qui est sur ce même groupe WhatsApp, qui fait une capture d'écran et qui le donne à sa hiérarchie, c'est plus un élément privé, c'est devenu un élément public, puisqu'il a été sorti. Alors là, il va y avoir défaut de loyauté, parce qu'il n'a pas respecté son chef. Si cette même capture d'écran va chez un journaliste qui la publie, il y aura atteinte à l'image de la police nationale. Donc un policier qui tout simplement dans un groupe WhatsApp privé parle avec ses amis et émet un avis personnel sur un de ses chefs, va se retrouver sanctionné lourdement au plan administratif parce qu'il aura commis une entorse au devoir de loyauté. Avec ce système-là, tous les policiers sont des fusibles. On ne peut plus avoir une vraie liberté d'expression. Avec le code de déontologie, le policier est un sous-citoyen. Si vous avez envie de dire « j'emmerde Macron, c'est un con, je ne l'aime pas », vous êtes un civil, vous pouvez. Alors vous allez me dire « mais le policier, c'est un fonctionnaire civil ». Oui, mais il est policier, il ne peut pas. Si moi aujourd'hui je venais à tenir de tels propos, je serais poursuivi pour atteinte à la neutralité de la police nationale, pour manquement au devoir de loyauté, parce que c'est un de mes chefs, et donc je n'ai pas le droit de l'exprimer. Et je ne peux pas l'exprimer publiquement, mais je ne peux même pas non plus l'exprimer sur mon mur Facebook privé. Je ne peux pas l'exprimer dans une conversation privée, écrite, sans le risque que si celle-ci sort du contexte, ça puisse se retourner contre moi. Donc exercer le métier de policier aujourd'hui, c'est très anxiogène. Vous avez fait tout correctement, il suffit d'une prise de vue mal prise, ou du moins qui sera sciemment découpée de façon à vous mettre en cause. Et vous pouvez retrouver à avoir toute la racaille qui va se mettre devant à hurler oui, ils sont des méchants policiers, ils sont racistes, ils sont violents, on est discriminés, nani, nana. Et pour calmer, 500 personnes, 1000 personnes, on va limoger ces pauvres policiers qui tout simplement ont fait leur travail. Je prends un dernier exemple, celui où je suis passé sur une émission télévisée où j'étais face à un jeune qui est issu d'un quartier défavorisé et qui avait fait de la prison. Et ce dernier déclarait avoir été incarcéré à tort, ce qui était faux. En fait, il avait été incarcéré pour un motif, et pendant qu'il était incarcéré pour ce motif, donc condamné pour ce motif, il avait été mis en cause dans une autre affaire. Et dans le cadre de cette autre affaire où il avait été mis en cause, donc il avait un statut de prévenu, il avait effectivement été acquitté. Et donc, lui a transformé ça en disant « j'ai été en prison alors qu'en réalité, je suis victime, je n'avais rien fait, j'ai été acquitté ». Il avait juste omis qu'il était en prison pour les premiers faits qu'il avait commis et qui, eux, étaient constitués. Et ce même monsieur me disait qu'il réclamait la justice ou un devoir de mémoire pour 2 autres jeunes qui auraient été tués par la police. Or, ces 2 mêmes jeunes, comment ils sont morts ? Ils étaient sur une motocyclette non homologuée, à 2, de nuit, sans lumière, et ils ont grillé une priorité à droite à un véhicule de police qui, hélas, vu qu'ils ont grillé la priorité, les a renversés sans avoir commis de faute particulière. Ces 2 fonctionnaires de police, ils ont dû être évacués des lieux, parce que dans les minutes qui suivaient, leur véhicule brûlait. C'était dans un quartier populaire, une cité, et ils ont été pris violemment à partie de suite. Ils ont dû être exfiltrés. On leur a reproché de ne pas être venus porter les secours aux jeunes qui avaient été renversés. Comment auraient-ils fait ? Ils auraient été mis à mort ? C'était impossible. Ces mêmes policiers, aujourd'hui, ont été renvoyés aux assises. Quelle faute ont-ils commise ?
À mon sens, aucune. Ils patrouillaient, ils roulaient à une vitesse normale, ils ont heurté un motocycle non homologué avec des individus non casqués qui roulaient de nuit sans lumière. Mais pour ces personnes, ces jeunes de cité, c'est la police qui est responsable. Pour cet homme-là qui était face à moi dans la mission de télé, c'est la police qui est responsable. Ce même homme, on lui a demandé, il se plaignait d'avoir été contrôlé sur le parking d'un supermarché, d'avoir été agressé par des policiers. La vidéo était claire. Lors du contrôle d'identité, les policiers lui demandaient de présenter ses papiers pour un contrôle d'identité. Ce dernier a refusé de les donner. Le fonctionnaire de police a voulu procéder à une palpation de sécurité. L'individu a réagi violemment en repoussant le fonctionnaire de police, en disant « Moi, vous ne me touchez pas ». Et dès lors, on est face à un délinquant. Il refuse de se soumettre à un contrôle d'identité, il refuse de se soumettre à une palpation de sécurité. On a donc quelqu'un qui commet un délit, on est donc à même de l'interpeller. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Et comme lui, ce monsieur estime qu'il ne faut pas le toucher, en plus, on a une rébellion. Donc, on part sur la rébellion qui va être nouveau délit, en plus du refus de bien vouloir se plier à un contrôle d'identité. Et lui clame partout qu'il est innocent, qu'il a été contrôlé au faciès et que les policiers l'ont embarqué pour le plaisir. Ah non, simplement parce qu'il avait refusé le contrôle. Vous avez chez les jeunes de cité, c'est quelque chose que je dénonce tout le temps, c'est cette vision fantasmée du policier qui est violent, qui contrôle toujours les mêmes personnes et les personnes qui sont victimes. Ça a été même repris au plus haut niveau de l'État par Emmanuel Macron qui disait effectivement en France aujourd'hui, plus vous êtes bronzé, plus vous avez de chance d'être contrôlé. Vous rendez-vous compte? C'est honteux. Déjà, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, donc je ne sais même pas sur quelle base on peut se permettre de dire ça. Parce que pour moi, la statistique ethnique, c'est quelque chose d'horrible. Je suis bien heureux qu'il n'y en ait pas. Je trouve que c'est une abomination. On a des êtres humains, on a des citoyens, on a des délinquants. Voilà. Maintenant, s'il y a une surreprésentation de certaines catégories ethniques dans les faits de délinquance, il faut peut-être s'intéresser au fait qu'il y a une surreprésentation ethnique de certaines ethnies dans les quartiers pauvres et que la pauvreté mène à la délinquance. C'est pas l'ethnie qui va être un facteur de délinquance, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui va créer des contraintes sociales, de l'économie parallèle, du trafic de drogue, et qui va amener les gens qui vivent dans ces quartiers à s'adonner à des carrières déviantes. Et maintenant, forcément, s'il y a une surreprésentation ethnique dans ces quartiers d'une certaine ethnie, ben forcément, c'est cette même ethnie qui sera à même de commettre ces faits de trafic, ces faits de déviance. Et forcément, s'ils les commettent, ils commettent des infractions, et ils seront réprimés. Vous avez une autre perspective qui est de dire les policiers font tout leur contrôle dans les cités, et c'est pour ça qu'ils ne rendent que les mêmes personnes. Mais là, je prenais un exemple très simple. Le policier discrimine au contrôle, oui, il discrimine, c'est vrai, mais pas au faciès. Il discrimine comment? Au code vestimentaire, à l'attitude, à l'ensemble des codes sociaux qui font que ces jeunes-là vont être intégrés dans leur carrière déviante. Donc en fait, si moi j'ai un jeune caucasien qui est habillé en survêt Lacoste, avec sa capuche alors qu'il ne pleut pas, et son petit sac en bandoulière, 9 chances sur 10 pour que j'aille le contrôler. Surtout s'il est statique dans un point connu pour être un lieu de deal. Par contre, si j'ai une autre personne originaire d'Afrique subsaharienne, dont l'ethnicité est très visible, qui va être en costume 3 pièces au quartier des affaires à la Défense, avec un attaché case à la main, il y a peu de chances que j'aille le contrôler quand même. Spontanément, moi en tant que policier, je ne vais pas aller vers lui. Et si, sur ces mêmes contrôles, on faisait de la statistique, combien de contrôles reviennent positifs et d'autres négatifs, ben moi si je contrôle que des gens en costard-cravate, je vais avoir quoi? Peut-être 1% de positifs. Alors que si je contrôle que des jeunes avec des capuches alors qu'il ne pleut pas, ou alors avec des casquettes alors qu'il n'y a pas de soleil, avec leurs petits sacs à bandoulière et qui sont statiques sur des lieux de deal, il y a une chance que j'en rentre 8 sur 10. Parce qu'à minima, même celui qui ne trafique pas, il aura toujours sa petite boulette de shit dans la poche. Alors on va dire, oulala, il est méchant, il dit que tous les jeunes des quartiers fument du cannabis. Non, c'est un phénomène de société
Mais les gens qui sont statiques sur des lieux de deal, en général, ils ont leur propre consommation qui est assurée par le dealer, juste pour surveiller, juste pour tenir l'endroit, la place de deal. Donc forcément, ces gens-là, on les trouve forcément avec de la drogue sur eux. Ça fait quoi? Ça fait une surreprésentation ethnique, donc c'est le quartier pauvre de certaines personnes. Une surreprésentation ethnique de ces mêmes personnes dans les prisons, dans les commissions d'infraction. Est-ce qu'on va dire que parce que quelqu'un est bronzé, il a plus de chances de commettre une infraction? Non. Parce que quelqu'un né dans un quartier pauvre, il a plus de chances d'épouser une carrière déviante. Ça oui, c'est de la sociologie. J'ai envie de vous dire, on parle de théorie de la vitre cassée, on parle de tolérance zéro, on va chercher des concepts américains comme ça qui marchent très bien, mais on oublie les théories de l'école de Chicago, qui sont des théories sociologiques, avec des travaux issus du terrain, très bien faits, qui amènent à ce que je dis aujourd'hui, au constat que je fais aujourd'hui. Sauf que ça, en France, on ne les veut pas. On ne veut reprendre que la finalité, sans s'intéresser à comment on y est arrivé. Forcément, ça n'est pas compatible. Donc aujourd'hui, pour en revenir à la question initiale, être policier en France aujourd'hui sur le terrain, c'est quoi? C'est risquer sa vie tous les jours, à chaque minute qui passe. C'est risquer se retrouver, être mis en cause au plan pénal et ou administratif parce qu'on a fait son travail. C'est avoir des rythmes de travail complètement déphasés avec les rythmes sociaux habituels. Parce que quand on travaille 4 jours et qu'on a 2 jours de repos, c'est compliqué. Même avec les différentes réformes de cycle qu'on a pu avoir, c'est compliqué d'avoir une vie sociale. Quand on est CRS, qu'on est 210 jours à l'extérieur de sa zone d'origine, on ne peut pas avoir de vie sociale. Ça crée des divorces. C'est des hommes et des femmes qui ne peuvent pas voir quotidiennement leurs enfants, qui ne les voient pas grandir. Ça crée des malaises dans les couples. Ça crée des séparations. Ça crée tout un ensemble de problèmes qui peuvent mener à des dépressions, à des addictions, et qui peuvent amener au suicide. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, être policier en France est très compliqué. Et moi aujourd'hui, je ne suis plus sur le terrain, je suis à 100% dans ma carrière syndicale, dans le dialogue social. Je suis heureux d'être sorti du terrain, parce qu'aujourd'hui sur le terrain, on ne peut plus exercer son métier de policier sereinement. Pourtant, j'aimais le terrain. J'aimais aller défendre les victimes. C'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne peux plus faire. Parce qu'on ne peut plus le faire en toute sécurité. Sécurité physique, mais ce n'est pas le plan de la sécurité physique, moi, qui m'importe. C'est la sécurité juridique. Cette sécurité juridique, les fonctionnaires de police ne l'ont plus. Et quand un fonctionnaire est mis en cause pour des faits qu'il n'a pas commis, ou simplement au titre de la déontologie, s'il prend 1 an d'exclusion sans traitement, mais il ne ramène plus de salaire à la maison. Donc les couples explosent, les conjoints s'en vont, ils ne voient plus leurs enfants, ils ne peuvent pas payer les pensions alimentaires, donc après ils vont être recondamnés pour abandon de famille. Et c'est un cercle infernal. Voilà qu'est-ce qui peut causer au suicide. Qu'est-ce qui peut mener à ce geste ultime de détresse. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur la situation dans la police nationale française à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Merci, c'était très très intéressant. Alors on va changer un petit peu de thématique, une thématique assez large. Comment voyez-vous l'avenir pour la France et pour l'Europe actuellement? C'est un peu du coq à l'âne. Pouvez-vous préciser la question? Dans quel domaine? Tous les domaines. Tous les domaines. C'est très... là, du coup, là, c'est moins relatif à la sécurité et justice. Ok. Ma vue de la France actuellement. La France, elle a des jours sombres qui s'annoncent. On a une France qui est en crise à tous les niveaux, au plan économique, on l'a vu après la vague de Covid, au plan sanitaire, cette même vague qui a montré les limites de notre système sanitaire, au plan social, puisqu'on a la perte de nos repères, de nos valeurs, de notre culture. Et on a aussi une grosse problématique en termes de politique. On a une grosse crise de la représentativité. Aujourd'hui, on a des gouvernements successifs qui s'assoient sur des modalités de scrutin qui ne sont plus du tout adaptées à la consultation de la population. Il faudrait mettre la proportionnelle. Notamment, quand vous voyez M. Castaner, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, qui ose dire qu'il est contre la proportionnelle parce que cela ferait rentrer 100 députés du Rassemblement national au Parlement,
C'est honteux. C'est honteux. L'Assemblée nationale doit être représentative de l'ensemble des points de vue de son peuple. Sinon, on n'est plus en démocratie. Quand vous voyez qu'on a un président de la République qui est élu au suffrage universel direct, ok, c'est super. Sauf que, avec les taux d'abstention que l'on a, et sachant qu'à chaque fois, au deuxième tour, les deux candidats se tiennent avec un écart qui est moindre. Au final, on se retrouve quoi? Avec un président de la République qui dirige tout un pays alors qu'il est élu par le quart de l'électorat. Est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Du temps du quinquennat Hollande, mais on a pu voir des phénomènes similaires sous Macron. Dès que vous aviez un peu d'agitation dans la rue, on a un gouvernement qui reculait en disant non, les Français ne veulent pas de telle ou telle loi ou de telle ou telle mesure. Mais l'électorat français, c'est quoi? C'est 43 millions d'électeurs. Même si vous avez 100 000 personnes dans la rue, ou 500 000, même 1 million, c'est quoi statistiquement par rapport à l'ensemble des Français? Est-ce que c'est gouverner démocratiquement la France que de répondre aux exigences d'une minorité qui en plus revendique ses envies en ne respectant rien, en dégradant le mobilier urbain, en agressant des fonctionnaires de police? Moi, j'ai pas l'impression d'être dans une démocratie quand je vois un gouvernement qui recule face à ça. Je n'ai pas l'impression non plus d'être en démocratie quand je vois qu'au nom de la laïcité, on est en train d'étouffer toutes les références, toutes les valeurs dont la France est héritière. Je parle du fait que la France est un pays historiquement judéo-chrétien. On a fait une séparation de l'Église et de l'État pour des questions de gestion politique, mais il n'a jamais été question d'enlever à la France ses racines judéo-chrétiennes. Par la suite, c'est venu plus tard au nom de la laïcité qui a été instrumentalisée par les frères musulmans, qui sont vraiment un ennemi presque invisible, puisqu'ils œuvrent dans l'ombre en utilisant nos propres normes pour les retourner contre nous, pour essayer de créer de la culpabilité chez nous et pour pouvoir récupérer un pouvoir émotionnel sur nous. Alors, quand on a des gens qui mettent un genou à terre, comme on a pu le voir, quand on a des gens qui s'excusent à longueur de journée, des gens qui ont honte de leur passé, quel qu'il soit, forcément, ça n'annonce pas des années à venir très, 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 très gaies et très constructives. Vous voyez, moi, notre histoire, le colonialisme, je le vois quoi? Je le vois comme les grandes conquêtes de nos soldats. Je suis fier du sang français qui a été versé pour gagner ces terres. Je pense que ça doit être une fierté d'avoir été de grands conquérants. Je ne dis pas que je suis pour autant un individu sanguinaire qui appelle à tuer tout le monde. Non. Nous sommes l'héritier d'un peuple, d'une civilisation qui a quand même fait de grandes conquêtes à divers moments de l'histoire. Les dernières remontent à Napoléon, mais je veux dire, on n'a pas à baisser les yeux. Au contraire, c'est une fierté. Aujourd'hui, au prétexte du retour des colonies en France, au prétexte du vivre ensemble, de ne pas heurter les autres, les idées, et de la bien-pensance collective, il faudrait avoir honte de ça. Mais avoir honte de ça, ça veut dire quoi? Que nos anciens sont morts pour rien. Ça veut dire quoi? Que notre devoir de mémoire, on l'oublie. On ne peut pas faire un devoir de mémoire pour ceux qui ont combattu pour la France, comme on le fait notamment le 11 novembre, et à côté de ça, dire qu'on va mettre un genou à terre parce que nous sommes de méchants colonialistes et que nous avons eu des ancêtres qui ont été des envahisseurs, des personnes qui ont soumis des peuples. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la vie de l'humanité. C'est toute l'humanité qui a toujours été comme ça de tout temps. Et ce qui s'est fait à l'époque se fera encore. Et aujourd'hui, la pénurie de ressources sur la planète, l'explosion démographique que subit le monde, font qu'un jour, il y aura inévitablement d'autres guerres, d'autres conquêtes. Les ressources du monde ne sont pas illimitées et on ne pourra jamais toutes les partager. Donc il y aura toujours, et ça c'est une vieille loi de physique
qui s'applique à l'être humain, c'est la loi de Laborie. Toute structure complexe vit aux dépens des structures qui lui sont inférieures. Et on l'a toujours constaté, on le constate encore aujourd'hui, on le constatera encore demain. Donc l'utopie du vivre ensemble, l'utopie de chaque homme est égal, l'utopie de nous pouvons tous être pareils, tout partager, c'est beau, mais ça n'existe pas. Qui devrions-nous inviter après vous, dans tous les domaines possibles et imaginables? Un autre personnel syndical ou alors un personnel politique qui pourrait avoir une vue un peu globale de la société, comme je l'ai eu là. Je pense que il y a énormément de personnes qui mériteraient de pouvoir s'exprimer sur le sujet. La plupart le font sur de nombreux médias, donc pourquoi pas le vôtre. Comme j'ai une ligne syndicale qui est apolitique, je ne dirais pas forcément vous recommander un homme politique en particulier, mais pourquoi pas un chercheur au CNRS qui étudierait un petit peu ces phénomènes. Vous avez Fabien Jobard, qui est revenu récemment d'Allemagne, et qui s'intéresse un peu aux phénomènes de délinquance en France, et à tout ce qui est phénomène de police. Je pense qu'il ferait pour vous une bonne personne à rencontrer. D'accord, merci beaucoup. Comment on peut aussi vous suivre, se renseigner sur ce que vous faites, vous soutenir comment on peut vous contacter quelqu'un qui dirait qu'il a envie de vous apporter de la force, du soutien? J'ai une page Facebook qui est à mon nom, Cyril Aymar Dinker, qui est tout à fait accessible. Il suffit aussi de taper mon nom sur Google. Et là, les personnes qui s'intéressent un peu à moi, à ma carrière, pourront mesurer mon investissement dans le champ syndical, mais aussi dans le champ politique, puisque je suis aussi engagé dans ce champ-là. Et donc j'invite toutes les bonnes âmes qui ont à cœur de faire prospérer la France à se renseigner sur moi et à rejoindre les idées que je défends. D'accord, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je profite justement de la fin de la vidéo pour vous rappeler que nous sommes présents sur Instagram, sur Twitter et également, depuis un petit peu plus récemment, sur Telegram. Nous avons également une page Tipeee. Alors l'utilité de celle-ci est dédiée intégralement à la technique. Voilà, récemment, vous l'avez peut-être remarqué, nous avions acheté des mousses, nous avons acheté de l'éclairage, nous avons acheté un micro pour justement rendre ces vidéos bien meilleures, bien plus agréables à regarder ou à écouter. Par conséquent, si vous voulez qu'on s'améliore encore davantage ou tout simplement que vous êtes satisfait de ce que nous avons fait, parce que cela représente tout de même un certain investissement, vous êtes libre de nous faire un don sur Tipeee. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.